Des panaches de fumée noire s'élèvent d'un tunnel autrichien alors qu'un camion percute une file de voitures. Quelques instants plus tard, plus de 10 tonnes de cargaison inflammable explosent, déclenchant une tempête de feu qui engloutit des dizaines de voitures piégées. Tout le tunnel s'est embrasé. Alors que la fumée toxique envahit l'air, les pompiers lancent une mission de sauvetage pour atteindre les automobilistes fuyant à pied. Au milieu du chaos, une seule question subsiste. Comment un accident ordinaire a-t-il viré à un brasier incontrôlable ? Ce qui suit est l'une des catastrophes de tunnels les plus tristement célèbres d'Europe. À l'aube du 29 mai 1999, la famille Estrel, composée de 4 personnes, est partie pour ce qui devait être des vacances d'été en Italie. Il faisait partie des centaines d'automobilistes entrant dans le tunnel du Tauern lors d'un des week-ends les plus chargés de l'année. L'autobahn relie l'Autriche au nord et au sud de l'Europe, constituant un axe vital sous les Alpes pour les touristes, les navetteurs et le trafic de marchandises. Puisque des régions entières dépendaient de ce passage, on s'attendait à un trafic intense. Cependant, le tunnel a ouvert avec une capacité limitée, car les véhicules venant des 2 directions étaient dirigés à travers un seul tube. Au cours des décennies suivantes, le Tauern est devenu de plus en plus encombré, et à la fin des années 1990, les services d'urgence s'inquiétaient de sa sécurité pendant les périodes de pointe. Une section à double sens est toujours dangereuse. Une seule erreur d'un conducteur et la catastrophe est totale. Ce matin-là, la famille Estrel se retrouve coincée dans une file d'attente encore plus longue que d'habitude. Leur voiture parcourt quelques centaines de mètres dans le tunnel avant d'être stoppée soudainement à un feu de chantier temporaire. Nous sommes entrés lentement parce qu'il y avait un convoi sur la gauche, puis nous sommes arrivés au feu et nous avons dû nous décaler sur la droite. Quelques secondes plus tard, Hermann Strel voit un camion de 40 tonnes accélérer dans son rétroviseur. Il fonce à grande vitesse dans la file de véhicules à l'arrêt, traînant plusieurs voitures sur plus de 25 mètres le long de la route. Il ne s'arrête que lorsqu'il percute le mur du tunnel et un camion arrêté juste à côté de la voiture de Strel. Il observe alors que 2 véhicules sont écrasés sous la remorque du camion avec des passagers à l'intérieur. L'impact endommage leur réservoir de carburant et répand de l'essence sur la chaussée. Quelques instants plus tard, ça s'enflamme. Alors que Strel vérifie l'état de sa famille, les flammes commencent à se propager entre les véhicules accidentés et le feu consume rapidement un camion transportant des milliers de bombes aérosols de peinture inflammable. La chaleur s'intensifie rapidement. Une à une, les bombes commencent à exploser à l'intérieur de la remorque, provoquant des déflagrations qui déchirent le tunnel. Certains automobilistes pensent que le tunnel s'effondre. En réalité, chaque explosion propage les flammes à travers la circulation dense, déclenchant une réaction en chaîne qui transforme le tunnel en un brasier incontrôlable. Des volutes de fumée noire et épaisse remplissent rapidement le tunnel, montant vers le plafond où elles bloquent les lumières au-dessus. La visibilité chute, la panique gagne les véhicules bloqués dans la circulation. Il y avait des cris dans le tunnel et des flammes vives partout. Puis, soudainement, tout est devenu complètement silencieux. La fumée nous a simplement submergés. Certains automobilistes tentent de faire marche arrière pour s'éloigner du lieu de l'accident, tandis que d'autres abandonnent complètement leur véhicule. Mais dans l'obscurité quasi totale, de nombreux survivants ignorent la direction de la sortie et l'emplacement des issues de secours proches. La famille Estrel s'enfuit vers le nord, loin de l'incendie, en tâtonnant le long des murs du tunnel vers la sortie. Pendant ce temps, les capteurs automatiques d'incendie du tunnel déclenchent une alarme qui alerte les secours stationnés à proximité. Mais à plusieurs kilomètres de là, à l'entrée sud, la circulation continue d'entrer dans le tunnel sans se douter du chaos qui règne plus loin. Pire encore, les feux de signalisation temporaire restent au vert et continuent de diriger les véhicules vers l'embouteillage qui se forme autour du site de l'accident. L'un d'eux est le chauffeur de camion Franz Grünkrantz, qui entre dans le tunnel en faisant partie d'un convoi de camions et ne se rend compte que quelque chose ne va pas après avoir entendu des avertissements grésiller à la radio. Il n'y avait aucun signe que quelque chose n'allait pas. Puis nous avons remarqué quelqu'un courir et soudain j'ai vu de la fumée noire se déplacer le long du plafond du tunnel et alors Tony a déjà dit à la radio « Franz, arrête-toi. Je pense qu'il y a un problème devant.
Au moment où j'ai vu la fumée noire, j'ai su que revenir en arrière, c'était 4 ou 5 kilomètres. Tu ne peux pas courir plus vite que la fumée? En réalisant que s'échapper était impossible, Franz Grunkrantz et 2 autres conducteurs ont abandonné leur camion et se sont entassés dans un abri d'urgence tout proche. Environ 1 minute plus tard, l'explosion a eu lieu. Au début, nous avons cru que le tunnel s'effondrait, mais quand il a commencé à faire vraiment chaud, nous avons compris qu'il y avait un incendie majeur. C'est alors que nous avons passé l'appel d'urgence. Leur appel est reçu par la brigade de pompiers volontaires de Zetterhaus, dont les équipes se précipitent immédiatement vers l'entrée sud. En route, on nous a informé que 3 personnes étaient piégées dans un refuge d'urgence. Notre priorité était de les secourir. Au moment où ils arrivent, les conditions à l'intérieur se sont considérablement détériorées, une épaisse fumée s'étant déjà propagée sur des kilomètres dans le tunnel. Équipés seulement d'un véhicule léger de lutte contre l'incendie et d'appareils respiratoires standards, les pompiers avancent malgré tout dans l'obscurité à la recherche du refuge d'urgence. Pendant ce temps, Hermann Strel est encore à plusieurs centaines de mètres d'un endroit sûr. Dans la confusion, il perd de vue sa femme et ses enfants, alors que la température près de la zone du crash approche les 1200 degrés Celsius, incinérant tout ce qui se trouve à proximité. Je me suis guidé le long du mur du tunnel. Je n'arrêtais pas de heurter des portières de voitures. Il n'y avait que de la fumée, de la fumée, de la fumée, et ma respiration devenait de plus en plus difficile. Je me suis dit, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Pensant que sa famille était peut-être déjà morte, Strel tâtonne vers l'entrée nord, s'étouffant avec des fumées toxiques alors qu'il lutte pour respirer. Quelques instants plus tard, il émerge du tunnel avec une foule grandissante de survivants choqués, espérant que sa femme et ses enfants sont parmi eux. Mais le sauvetage est loin d'être terminé. Des dizaines d'automobilistes restent piégés plus profondément dans le tunnel, y compris certains qui sont restés dans leur véhicule, pensant qu'ils offraient la meilleure protection contre l'incendie grandissant. Pour les équipes tentant de les atteindre, les conditions devenaient intenables. Au cours des 40 minutes suivantes, d'autres équipes arrivent aux 2 entrées du tunnel, tandis que les pompiers luttent pour atteindre la source de l'enfer. Le chef des pompiers ordonne rapidement l'installation de grandes unités de ventilation à l'entrée sud pour aider à évacuer la fumée. Cette mesure permet un accès plus profond dans le tunnel. Une fois à l'intérieur, cependant, il découvre que des sections du plafond s'effondrent, incapables de résister à la chaleur intense et aux ondes sonores répétées provoquées par l'explosion des pots de peinture. Craignant que tout le tunnel ne s'effondre, les secours sont contraints de battre en retraite. Pour les 3 conducteurs piégés dans le refuge d'urgence, c'est un signe qu'il faut se préparer à la fin. Heureusement, les volontaires de Zetterhaus tentent un deuxième sauvetage depuis l'entrée sud. Munis de cagoules d'évacuation, ils sont retournés dans le tunnel et ont commencé à vérifier un à un les abris d'urgence à la recherche de survivants piégés. Finalement, ils atteignent le refuge d'urgence 47. À l'intérieur, Grunkrantz et les 2 autres conducteurs sont toujours en vie. On nous a dit que les pompiers avaient dû faire demi-tour parce que la chaleur était trop intense. C'est à ce moment-là que nous 3 avons accepté, d'accord, c'est fini pour nous. Je pense que 10 ou 15 minutes de plus et aucun de nous n'aurait survécu. Malgré le sauvetage, les pompiers ne peuvent toujours pas s'approcher du centre de l'enfer. De grandes sections du tunnel sont maintenant bloquées par des véhicules en feu, y compris des dizaines qui ont continué à entrer dans le tunnel après le début de l'incendie. Dans les heures qui ont suivi, les pompiers ont lentement éteint les véhicules en feu alors qu'ils tentaient d'atteindre la source de l'incendie depuis l'entrée sud. La coordination des opérations au portail sud était déjà suffisamment difficile lorsque les équipes épuisées ont signalé qu'elles avaient besoin d'une nouvelle stratégie. Lorsque les premiers intervenants sont ressortis, ils ont dit que ça brûlait comme l'enfer à l'intérieur. C'était une chaleur de feu que tu ne pouvais pas supporter, même à distance. En milieu de matinée, les commandants ont compris que les équipes ne pouvaient plus avancer en sécurité depuis l'entrée sud. En réponse, ils ont inversé le système de ventilation du tunnel et ont commencé à attaquer l'incendie depuis le côté nord à la place. Alors que les équipes s'enfonçaient plus profondément, les murs continuaient de rayonner de la chaleur autour d'eux. Des véhicules calcinés bordaient la chaussée et des disques métalliques déformés résonnaient sous leurs bottes. Ce n'est que plus tard qu'ils ont compris qu'il s'agissait des jantes en aluminium fondu provenant des voitures détruites.
Plus loin se trouvait le camion accidenté transportant les bombes aérosols. Lorsqu'ils l'ont atteint, ils ont enfin compris l'ampleur du désastre. Elles ont explosé les unes après les autres. Pas seulement les pneus, les bombes de peinture ont explosé en continu. Nous ne l'avons vu qu'après. Quand ce genre de cargaison prend feu, tout explose. Dans un tunnel, c'est encore pire parce que la pression n'a nulle part où s'échapper. À l'extérieur du tunnel, pendant ce temps, le personnel d'urgence soignait les survivants souffrant de brûlures et d'inhalations sévères de fumée, tandis que les familles cherchaient pour pousser désespérément des proches disparus. Pour Herman Strel, une voix familière a soudainement percé le tumulte. Sa femme et ses 2 enfants avaient réussi à s'échapper du tunnel, très choqués mais vivants. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance. Un journaliste sur place s'est rappelé plus tard d'un conducteur séparé de son frère lors de la fuite. Un chauffeur et son frère avaient conduit un convoi de camions depuis la crête. Lorsque l'incendie a commencé, ils ont tous les 2 abandonné le camion et se sont enfuis. Mais le frère s'est soudain rappelé avoir oublié des papiers et est retourné les prendre. On ne l'a jamais revu. Les pompiers ont continué à lutter contre l'incendie jusque dans les premières heures du 30 mai, près de 20 heures, après la collision initiale. Dans les jours suivants, ils ont trouvé plusieurs restes humains en déblayant les décombres et surveillant les reprises de feu. Beaucoup de victimes étaient tellement brûlées qu'elles n'ont pu être identifiées que grâce à une analyse ADN. Le lourd bilan humain a soulevé des questions urgentes sur la façon dont un simple accident de la route a pu dégénérer de manière aussi catastrophique. L'enquête s'est en grande partie centrée sur le tunnel. Taurine avait été initialement conçu comme un tunnel à 2 tubes, séparant le trafic nord et sud dans des tubes différents. Mais malgré la congestion croissante, le 2e tunnel a été sans cesse retardé et finalement jamais construit. Cependant, seulement 2 mois avant la catastrophe de Taurin, 39 personnes ont été tuées dans un incident similaire lorsqu'un camion a pris feu à l'intérieur du tunnel du Mont Blanc, à la frontière franco-italienne. Comme à Taurin, les automobilistes se sont retrouvés piégés derrière le véhicule en feu, ce qui a permis aux flammes de se propager plus vite que les secours ne pouvaient intervenir. La tragédie a mis en lumière les dangers des tunnels à tube unique, en particulier lors des travaux de construction, et elle a poussé les autorités européennes à se demander si des catastrophes similaires pouvaient se produire ailleurs. Les autorités ont ensuite conclu que la collision était due à l'endormissement du chauffeur de camion au volant. Pour les survivants, comme la famille Strel, la principale question restait pourquoi installer des feux de signalisation temporaire dans un tunnel déjà très congestionné. Pendant environ 10 ans après, nous n'avons plus traversé de tunnel en voiture. Nous aurions tous pu mourir, toute la famille. Lorsque l'affaire est arrivée devant les tribunaux, le chauffeur du camion a écopé de 2 ans de prison pour conduite négligente, et les autorités ont immédiatement lancé le projet d'un second tube au tunnel des Taurnes. La version améliorée comprenait de nouveaux systèmes de ventilation, des issues de l'eau de secours pour piétons, des abris d'urgence et un meilleur accès pour les pompiers. Des mesures, selon les critiques, auraient pu empêcher l'incendie de se propager. Au total, 50 personnes ont été blessées, tandis que 12 ont tragiquement perdu la vie. Plus de 40 véhicules ont été détruits dans l'enfer, qui a laissé un traumatisme psychologique durable chez de nombreux survivants et intervenants qui en ont été témoins directement. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres de nos vidéos.